Un grand merci à Goody, à Régis Bourgiac, à Tétienne et Mika qui sponsorisent Tech Café et à qui on dédie cette émission. Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 226e épisode le 27 avril 2021. SpaceX, la société d'exploration spatiale d'Elon Musk, est présente et bien présente, mais va l'être encore plus peut-être dans les années à venir. On va revenir sur cette lune de miel, c'est le cas de le dire, qui se déroule actuellement avec la NASA. On reviendra encore un peu sur les dernières actualités suite aux annonces Apple, forcément, et notamment le timing qui s'avère compliqué pour la marque à la pomme qui attire le regard des régulateurs, celui de ses concurrents, bah oui tu m'étonnes, et celui des pirates. Et quitte à parler de piratage, on parlera aussi un peu de Celebrite, la société qui hack des appareils pour le compte d'autorités, de gouvernements, qui, c'est un comble, est truffé de failles. On parlera probablement un peu de jeux vidéo et peut-être aussi d'autres sujets d'actualité si le temps nous le permet. Et je parle pas de météo mais plutôt de timing. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve avec délectation la voix qui vous a manqué durant le dernier épisode, celui qui est à l'actu tech, ce que Thomas Pesquet est à la mission alpha, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Mais oui, exactement, la tête dans les étoiles, et voilà, les pieds sur terre. J'ai bien noté qu'il fallait que je sois encore plus critique et encore plus sévère avec Apple, parce que on est un podcast de gros fanboys, sinon c'est mal pris, je l'ai entendu. Alors j'ai eu tous les retours, mais effectivement j'ai l'impression qu'on attendait ta caution critique envers les produits Apple. Bah écoute, je compte sur toi. Et puis il fallait du renfort pour cette difficile mission. Et c'est vraiment un bel épisode auquel on se prépare parce qu'on retrouve également un autre participant historique de Tech Café. Les plus anciens le reconnaîtront et les plus récents auditeurs vont l'adorer. Il se connecte du Québec, développeur et cofondateur du groupe média Humanoid qui édite les sites Frandroid, Numérama et Mademoiselle. C'est Pierre-Olivier Dimman. Salut Pierre-Olivier. Salut. Et voilà, moi aussi je suis là pour détester Apple. Vous pouvez compter sur moi. Vous serez pas déçus. Ouais. Je pense que tu vas avoir les plaintes inverses là, Guillaume. Bon, écoute, je suis ravi. Moi, ce que j'aime, c'est les retours. Tu sais, on vit dans l'ère de la polémique. Ce qui est important, c'est la polémique. C'est ça qui crée de l'audience. Donc, tout ça est un vaste stratagème. Je suis là pour ça. Je suis... La seule ligne que je franchirai pas, c'est celle de l'insulte. Là, mais t'inquiète, s'il faut dire quelque chose de scandaleux et de vulgaire, je vais être là. Toujours dans le respect, bien entendu. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous écouter. Merci aussi beaucoup pour votre engagement. On a des retours. Alors d'ailleurs, pour illustrer ces retours, je peux citer l'avis qu'on a eu sur Podcast Addict, l'application sur Android pour écouter les podcasts, de Lord Goulou, qui avait écrit « Paf, 5 étoiles. Merci à vous pour ce beau podcast. J'écoute Tablette Café depuis 2012. » Quoi, Tablette Café? Oui, je suis un vrai, moi. Bah oui, félicitations en tout cas pour ton assiduité. Merci pour les infos, les analyses, les bons moments que je passe avec vous. Merci aussi pour le travail de l'ombre qui aide à la qualité. Le son est bon, la base pour de l'audio, mais parfois il est bon de le rappeler. La vieille techno, le chapitrage, le site, la communauté autour de l'émission, la constance, les épisodes hors série. Mille merci. Bah, merci beaucoup à toi. Alors d'ailleurs, je dois confesser que j'ai eu des petits soucis de mise en ligne dans le dernier épisode avec la qualité audio. Donc j'ai remis en ligne l'épisode. Je pense que vous aurez constaté la différence. Merci pour vos retours. Vous aussi, prenez le temps de déposer une évaluation sur votre app de podcast. Il y a Apple Podcast, Podcast Addict, il y en a d'autres, Google Podcast. Oui, alors bon, c'est vrai, c'est agaçant de voir des apps qui vous demandent des avis, d'entendre des podcasts qui vous demandent des avis. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On carbure à ça et ça nous fait du bien. Un autre moyen de nous soutenir, c'est bien entendu de faire partie des auditeurs premium de Tech Café avec la page Patreon, patreon.com/techcafé. Je vous invite à prendre une minute pour aller voir comment ça marche. Vous serez peut-être surpris de découvrir à quel point c'est simple et vous découvrirez les contreparties comme le chapitrage des émissions et la protection contre la pub. L'adresse est très simple, c'est Patreon, patreon.com/techcafé, TECHCAFE. Et j'en profite en toute apothéose pour vous
lire un avis Apple Podcast. C'est le suivant. Je rêve depuis des années de pouvoir payer au travers d'Apple Podcast. J'ai déjà adhéré au financement Patreon, mais j'ai abandonné. Prends mon argent que je puisse recommencer à dormir sans sursauter au milieu de la nuit, pris par le remords de ne pas te soutenir. Vous voyez, messieurs, à quel point Apple est bénéfique pour l'écosystème des podcasts. Il nous propose de monétiser tout ou partie des podcasts, et il y a même des gens qui nous le demandent. Alors si ça, c'est pas beau quand même, restez à l'affût, restez abonnés, on en reparlera probablement à l'avenir. Mais en attendant, sans autre forme de procès, on va bien sûr vous relayer les news de la semaine. Et je dois dire, je l'ai mentionné un petit peu dans le dernier épisode, à quel point j'ai été marqué moi humainement par ce qui se passe pour l'exploration de l'espace. Alors c'est très chauvin parce que c'est pas la première fois qu'on voit des personnes arriver dans l'ISS, mais voilà, il y a les véhicules qui les y amènent, qui commencent à être utilisés un petit peu plus fréquemment, mais qui sont quand même des nouveaux appareils. Et puis on a surtout ce chauvinisme absolu qui fait que bah oui, on a les regards braqués vers Thomas Pesquet, ce Français qui dirige la mission Alpha actuellement donc dans la station spatiale internationale. Moi j'ai suivi le décollage avec mes deux garçons, et j'avoue que ça reste ces petits moments, probablement pas à la hauteur des moments de ceux qui ont pu assister à l'époque à l'alunissage et au premier pas sur la Lune, mais quand même, j'ai l'impression que ça restera des bons souvenirs, et je suis marqué aussi de voir, quand on parle de tech, à quel point c'est chouette, les réseaux sociaux, pour pouvoir suivre ce qui se passe dans l'ISS. Rendez-vous compte, on a quand même les astronautes qui peuvent communiquer avec nous en live et publier sur les réseaux sociaux ce qui se passe. C'est probablement la plus belle chose qu'il faut souligner dans les réseaux sociaux face à toutes les polémiques qu'on peut souligner. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. En attendant, Guillaume, t'as été aussi très attentif sur ces derniers événements. Oui, bah si t'aimes l'espace, c'est vrai qu'en ce moment c'est plutôt cool, hein. Faut avouer, on a quand même pas plus tard que dimanche dernier, donc le fameux drone Ingenuity volé pour la 3e fois déjà sur Mars. Et c'est assez dingue, hein, parce que c'est vrai qu'au-delà de l'effet, bon, c'est la première fois qu'on fait joujou au drone sur une autre planète, parce que c'est déjà pas mal en soi, quelque part c'est pas évident. Moi, ça m'a vraiment étonné finalement que ce soit simplement possible, parce que tu sais que Mars c'est une petite planète, hein, c'est une planète qui est toute choupite. Son diamètre il est 2 fois plus petit que celui de la Terre. Et du coup, elle a une gravité qui est presque 3 fois inférieure à la nôtre. Alors vous me direz, bah, c'est super. Du coup, ça aide à décoller s'il y a moins de gravité. Exactement, le drone il est 3 fois plus léger sur Mars. C'est que du bonus. Alors ok, mais sur Mars, le problème c'est qu'il y a pratiquement pas d'atmosphère non plus. Et en fait, elle est 100 fois moins dense que sur Terre. Donc en gros, il y a pratiquement pas d'air sur Mars sur lequel un drone pourrait s'appuyer pour voler. Donc quelle que soit la composition de sa Terre, bien entendu, je parle de l'air, c'est l'air martien, il y a pratiquement que du CO2 sur Mars. Mais bon, c'est la même idée. Un avion, un hélicoptère, hein, pour qu'il vole, bah, il faut quelque chose pour qu'il vole dessus, en gros, hein. Il faut qu'il y ait de l'air à brasser pour faire des différences de pression. Donc s'il y a 100 fois moins de pression, bah, il y a d'autant moins de portance. En fait, tu fais le calcul, bah, c'est quand même 38 fois plus difficile de faire voler un truc sur Mars que sur la Terre. Donc moi, j'aurais même pas eu l'idée en fait d'essayer de faire voler un truc sur Mars, tu vois. Donc du coup, je suis assez impressionné. Alors Ingenuity doit, du coup, comment il fait, bah, en fait, il joue sur la surface des pales. Je sais pas si vous avez vu l'engin. Moi, je l'ai pas vu de près. J'ai vu que des images de loin, mais j'ai pas pris le temps de regarder à quoi il ressemblait. Si tu le regardes de près, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un truc. C'est un drone à double rotor, donc c'est pas un quadrirotor comme on a l'habitude ici. C'est un drone à double rotor. C'est plus stable, c'est plus simple. Et Ingenuity, en fait, il joue sur la surface des pales et la vitesse de rotation. Et évidemment, il faut qu'il soit léger, quoi. Donc, l'hélice, c'est quand même un gros truc, hein, parce que l'engin, en fait, ne pèse que 600 grammes. Mais il a un double rotor de 1,20 m d'envergure, en fait, qui tourne quand même à 2400 tours par minute, ce qui est énorme par rapport à un hélicoptère terrestre normal, quoi. Quand tu vois un hélicoptère, ça tourne 10 fois moins vite sur un hélicoptère. Donc, en fait, ça tourne relativement vite. Et ça a des pales qui sont assez fat, et du coup ça donne une vitesse de l'air qui est la vitesse de l'air, ça intervient au carré dans la poussée, donc du coup ça permet effectivement de se déplacer même s'il y a un air extrêmement ténu, quoi. Alors pour l'énergie, bah, c'est du lithium-ion en fait, comme dans les téléphones. C'est l'équivalent de 3 batteries de smartphone qu'il y a dessus, et ça se recharge en solaire. Et bon, tout le bordel, capteur, résistance chauffante et tout, bon, il faut quand même pas mal d'énergie pour ça, donc c'est 90 secondes d'autonomie maximum, hein. Donc c'est une démo Ingenuity qui est réussie, hein, qui ouvre des nouvelles perspectives, et c'est marrant de voir qu'elle utilise beaucoup de technologies standards en fait. Donc c'est des batteries à ion comme nous, c'est des caméras, altimètres, les centrales à inertie, tout ça en fait c'est des technos qui sont courantes, et ce qui est utilisé c'est quasi achetable sur internet finalement. Donc voilà, ce week-end ça a été ça, puis ça a été aussi évidemment, tu l'as dit, le retour de Thomas Pesquet dans l'espace. Il est arrivé sur l'ISS via Crew 2, donc une capsule Dragon dans une Falcon 9 de SpaceX, donc
Voilà, c'est un festival de belles images. Hein. C'est le deuxième vol habité et réussi pour SpaceX, donc qui offrait ses services à la NASA pour le transport. Comme c'est devenu presque la routine, hein. Tout comme la réutilisation des fusées. Donc on avait déjà parlé de Crew 1. En fait, Crew 2 réutilise la capsule de Crew 1 et le premier étage aussi de la fusée qui est aussi d'occasion. Parce que c'est ça qui est cool maintenant, c'est qu'on utilise des trucs d'occasion. La réutilisation des morceaux, ça, et peut-être bientôt de la majorité des engins spatiaux, c'est en train de révolutionner la conquête spatiale un étage à la fois, quoi. Puisque bon, il y a un premier étage de Falcon qui a déjà volé 9 fois. Donc ça devient vraiment une technique robuste, tout ça, tu vois. Starship, d'ailleurs, le fameux Starship qui devrait arriver à un moment, il devrait non seulement accroître encore la réutilisabilité, mais il devrait aussi lancer une plus grosse charge utile de 100 tonnes. Bon, même s'il n'est pas encore au point, évidemment, mais voilà. Et apparemment, même s'il n'est pas au point, il explose toujours plus ou moins haut, plus ou moins éloigné de son pas de tir. La NASA est quand même déjà séduite, hein, puisque la semaine dernière, elle a carrément choisi SpaceX comme partenaire pour le programme Artemis. Et parce qu'il faut savoir qu'il y a un an, elle avait lancé une étude pour un lander lunaire avec 3 gros projets. Donc il y avait celui de Dynetics, celui de la National Team, donc c'était Blue Origin, Lockheed Martin et Northrop. Et enfin, il y avait le Starship HLS pour Human Landing System de SpaceX. Et la NASA, à la surprise générale, hein, je pense, a fait le pari SpaceX. Parce que la NASA, c'est le genre de gros machin, de gros bateau qui est assez pépère, qui a un petit peu de mal à manœuvrer parfois, et du coup, il a parié quand même presque 3 milliards sur un lander qui est propulsé par une fusée qui a jamais volé, et qui donc effectivement continue d'exploser régulièrement, donc c'était pas évident, franchement, comme choix. Bon, 3 milliards, c'est pour le développement d'un prototype fonctionnel, en fait, hein, c'est-à-dire un lander qui va être déposé sur la Lune, par une mission Starship que tout tourne de bout en bout, mais il n'y aura personne à bord. Et si tout roule, oui, SpaceX deviendra le prestataire exclusif d'Artemis et enverra les premiers Manos, et Womanos d'ailleurs, sur la Lune depuis plus de 50 ans, quoi. Donc c'est là quand même la classe. Et puis c'est le jackpot, hein. Si SpaceX décroche l'exclus des contrats transport lunaire, je te dis pas. D'autant plus que bon, là, on parle de lander, donc peut-être on a dans l'idée les landers qu'on voyait dans les années 60, quoi, avec cette espèce de gros bidon qui ressemble à une grosse poubelle recyclable. Là, on parle quand même d'une fusée de 50 mètres de haut qui a l'uni et repart, façon de Tintin sur la Lune. Hein. C'est un gros morceau, ouais. Donc ça a vraiment plus rien à voir avec le temps d'Apollo. Hein. C'est pas 3 gars qu'on envoie par miracle là-haut, en fait. Hein. Le but, c'est de devenir une mission récurrente avec des dizaines d'astronautes qui pourraient y aller, pour diverses raisons, dans les décennies à venir. D'ailleurs, bon, évidemment, Jeff Bezos conteste le choix de la NASA, hein, puisque au début, la NASA devait financer 2 projets concurrents et pas un seul. Et selon lui, la NASA a changé les règles en cours de route. Voilà. Et évidemment, elle n'a pas jugé à sa juste valeur son projet Blue Moon. Bon, après, un seul projet, c'est peut-être aussi parce que le budget était finalement un peu plus serré. Mais bon, il faut voir que si la NASA gagne son pari, et que SpaceX est le bon cheval, ça va avoir des conséquences très profondes et très importantes à long terme. Bon, évidemment, ça met la pression sur Elon Musk, hein, qui avait déjà une gueule de déterré quand il a témoigné devant les caméras après le lancement. Mais bon, ces 3 milliards, ils financent aussi une partie du projet Starship, et quand ça marchera, parce que je pense qu'un jour ça marchera quand même, ça va révolutionner complètement l'accès à l'espace, parce qu'il faut comparer un petit peu. La NASA, elle a aussi un projet de grosse fusée, grosse mastoc, là, qui envoie dans les 100 tonnes utiles. Ça s'appelle le SLS, et il n'est pas réutilisable. Et donc, du coup, il coûte 2 milliards par mission, et c'est un lancé par année max. Bon, le projet de SpaceX pour Starship, à terme, hein, donc on est quand même assez loin, mais bon, c'est de réutiliser les morceaux des douzaines de fois, et de lancer une fusée par mois. Et le prix, à l'heure actuelle, ça va être par le même, parce que déjà, si tu regardes l'émission Falcon 9, c'est 62 millions de dollars pour lancer une Falcon 9. Donc même si Starship est 2 fois plus cher, imagine seulement le gap entre 2 milliards par mission et 120 millions par mission, puis la liberté que t'offre un vol tous les mois contre tous les ans, quoi. Sans compter qu'en fait, ces prix devraient chuter. Parce que pour le moment, SpaceX ne réutilise pas tout. Mais quand la technologie sera robuste et qu'il y a plus d'éléments qui seront rentabilisés toujours plus longtemps, les prix vont baisser, et pourraient même baisser beaucoup. L'objectif final, c'est 2 millions de dollars par mission à terme, ce qui est absolument dérisoire. Évidemment, tout est relatif, mais pour le milieu du spatial, 2 millions de dollars, c'est rien du tout. D'ailleurs, la NASA parie 3 milliards de dollars. Et justement, pour comparer les échelles, c'est pas si terrible, parce que cette fameuse grosse SLS, là, elle coûte une blinde. Elle est déjà en retard de 4 ans, elle est largement hors budget, et 3 milliards, c'est même pas ce qu'a coûté la moitié de ce retard déjà, c'est absolument monstrueux. Donc, si tout se passe comme prévu, en gros, l'accès à l'espace pourrait devenir 10 fois plus flexible, et être 100 fois moins cher, et ça, c'est ni plus ni moins qu'une révolution.
Alors si elle gagne son pari, la NASA va beaucoup bénéficier d'un accès facile à l'espace, et à plus long terme, SpaceX aussi va beaucoup bénéficier des connaissances de la NASA, parce que SpaceX est spécialisé dans les lanceurs, ça il commence à bien maîtriser, mais il connaît rien à l'espace profond, il y est jamais allé, bon. Alors que la NASA, elle, c'est l'inverse, elle a 50 ans d'expérience dans le domaine, et pour aller sur Mars, ça va être très précieux pour SpaceX. Donc la NASA, parce que de toute façon la NASA vous aussi va envoyer des gens sur Mars, évidemment. Donc, d'une manière générale, le choix de la NASA pourrait renforcer les chances qu'on voit effectivement des gens sur la Lune autour de 2024, et peut-être même qu'on voit effectivement des gens sur Mars vers 2030. Évidemment, rien n'est sûr, mais si tout se passe bien, on va savoir peut-être. Ce qui est assez marquant, je trouve, dans cette période qu'on vit, et moi je l'ai vu au travers, j'ai eu ce sentiment-là grâce au visionnage de la série For All Mankind dont j'ai déjà parlé, et d'ailleurs dont j'ai parlé dans Paraculte, un podcast sur la pop culture que je vous invite à découvrir, qui est vraiment excellent. Mais c'est qu'on assiste à un tournant. J'ai l'impression qu'il y a eu effectivement toute une époque de la conquête spatiale qui était beaucoup dirigée par des initiatives politiques et beaucoup par la guerre froide à l'époque, plus que par une vraie ambition de faire de la conquête spatiale avant tout. Alors oui, c'était là, mais j'ai pas l'impression que c'était la motivation première, et ça n'a pas permis de rendre ça durable, et il y a eu une forme d'essoufflement. Rends-toi compte, Guillaume, tu nous parles de ces montants-là, quand on compare au rachat de l'application WhatsApp par Facebook qui est de 22 milliards, on se dit mais il y a un problème de proportion dingue, et j'ai l'impression là que la technologie est en train de se rééquilibrer en remettant de l'importance sur la conquête spatiale, éventuellement en y prenant tout le sens que ça mérite. Est-ce que toi, Pierre-Olivier, tu observes ça avec le même regard que moi, avec déjà le même enthousiasme que nous, et le même marqueur historique que ce que je suis en train de décrire? Quelle observation tu fais de ces mouvements autour de l'espace auxquels on assiste depuis quelques mois maintenant? J'ai l'impression qu'on est peut-être 10 ans trop vieux pour profiter pleinement on est forcément trop vieux de cette période, mais je partage ton enthousiasme. Ce que je trouve intéressant, c'est que SpaceX et la NASA, en fait, c'est deux entités contraires qui fonctionnent super bien ensemble, avec SpaceX qui itère de façon expérimentale, qui a pas peur de se planter, qui a pas peur du jugement des autres, parce que aujourd'hui, là, maintenant que ils ont des vols habités et tout, là, tout le monde est en mode ah ouais, Elon Musk, trop beau gosse et tout, de ouf. Mais tu sais, si on se projette là 10 ans en arrière, je dis 10, puis je vais pas vérifier mes dates là des premières expérimentations, mais on prend l'échelle de temps là, 10 ans, l'ordre de grandeur là, je veux dire. Tout le monde riait d'Elon, là, comme ça marche pas, ça marchera jamais, c'est pas avec ces quelques millions de dollars que le gars il va se lancer dans une aventure spatiale, ça prend des années d'expérience, blablabla, etc. Puis, tu sais, flash forward tout maintenant, on est vraiment avec une entreprise qui maîtrise ce qu'elle fait. Puis oui, il y a encore des plantages, mais aussi ils sont devenus meilleurs sur la communication, là, c'est un peu plus un peu moins survendu, mettons, mais on est quand même avec cette culture-là de l'expérimentation, de l'acceptation de l'échec, etc. Alors qu'avec la NASA, on est vraiment à l'inverse, là. On est, Guillaume le décrivait tantôt, là, un peu l'éléphant tranquille qui avance sûrement, mais un pas à la fois, puis il faut que ça soit le bon. Et les rôles sont un peu inversés par rapport à la guerre froide, où je vais caricaturer beaucoup, mais disons que l'agence spatiale russe était beaucoup plus lente, mais en même temps certaine, avec des gros budgets et des grosses avancées importantes. Là, on se souvient, première sonde posée sur Vénus, première sonde posée sur Mars, évidemment le premier vol habité, plein de choses, etc. Mais quand même avec une culture de gros projets qu'on teste tout à la fin. Avec parfois du coup des échecs incroyablement retentissants, là où l'agence spatiale américaine, la NASA, eux autres, ils étaient un peu plus sur l'expérimentation, et ils avaient donc au niveau de la réputation beaucoup plus cette image d'échec constant, mais ils testaient des choses plus petites aussi là. Et là, on a un peu cette situation qui s'est renversée là, où la NASA devient à l'inverse là, ce truc super stable
qui avance à petits pas, mais qui a toujours besoin de tout super valider. Et je trouve que le couple, il fonctionne super bien avec SpaceX. De la même façon que à la fin de la guerre froide, les Russes et les Américains, ils ont super bien avancé ensemble. Puis bon, c'était pas les seuls, hein. La station spatiale internationale, c'est beaucoup plus de pays que juste la Russie et les États-Unis, mais c'est quand même les plus gros contributeurs. Et ça va d'ailleurs, c'est une petite digression, mais ça va d'ailleurs être intéressant de voir comment est-ce que la Russie va se positionner là-dessus. On sait déjà que avec la Chine, en l'absence de discussion sur l'avenir d'une station spatiale internationale, on sait que l'ISS là, elle est expirée depuis longtemps. Hein. On est passé, on a déjà passé la date de consommation de préférence avant. Mais là, on arrive à la date où vraiment, comme c'est plus bon. Là, je pensais 2024, c'est butoir. On est obligé de la faire tomber. À 2 ans près là, mais c'est ça. Et donc il y a aucune discussion pour la remplacer pour le moment parce que la NASA a l'air plus intéressée par une station permanente sur la Lune plutôt que dans l'espace. Et la Russie s'est un petit peu lassée de cette situation et a annoncé là cette semaine ou la semaine passée, en tout cas il y a quelques jours, que du coup ils se désengageaient de l'ISS. Du moins après 2024, et qu'ils participeraient donc pas à des discussions pour une éventuelle station spatiale, discussions qui n'ont de toute façon jamais commencé, et qui font faire leur propre station spatiale avec du blackjack et des... Bref. Et ça va être assez intéressant de voir cette dualité entre la Russie qui fait ce qu'elle sait faire, parce que l'ISS c'était pas leur première station là non plus, versus la NASA qui a l'air d'embrasser le chemin de l'innovation. On va voir là comment ces deux nations vont se positionner. Ça va être vraiment intéressant, mais c'est ça, j'ai peur qu'on soit déjà un peu trop vieux pour voir le dénouement de toute cette période là, de tout ce qui bouillonne en ce moment au niveau de l'exploration spatiale. Ouais, en même temps le rythme peut aller très 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 vite, mais c'est captivant de voir effectivement la Russie qui s'engage sur d'autres projets de son côté, en lien avec la Chine, en ligne de mire. Effectivement, avec la Chine, c'est hyper important de souligner qu'il y a cette association entre les deux, avec en ligne de mire la Lune et peut-être un jour, mais peut-être en ligne de mire est un merveilleux jeu de mots. Je suis obligé là de le faire remarquer là au cas où il était même pas construit. Il était même pas construit, mais il tombe à point nommé et en ligne de mire ultime Mars. Mais effectivement, est-ce qu'on sera encore bien présent pour le suivre? Je l'espère. Un truc que je retiens quand même de ce que tu soulignes, Pierre-Olivier, c'est de dire d'une part que la SpaceX est à la NASA ce que la NASA était à la technologie soviétique lors de la guerre froide pour la conquête spatiale. Bien sûr, toute proportion gardée, mais dans l'intention et dans la stratégie de mise en œuvre. Et surtout, moi, la dernière chose que je retiens et qui me semble très inspirante pour le monde de la technologie au sens large, c'est cette complémentarité entre la NASA, qui est cette institution plus gouvernementale, et SpaceX, qui a une structure et une philosophie très privée, très dans l'expérimentation. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui nous manque, et je sais pas si tu as une vision là-dessus, Guillaume, mais est-ce que c'est pas ça qui nous manque dans la tech telle qu'on l'aborde habituellement dans Tech Café, une vraie complémentarité et une capacité à travailler main dans la main entre les gouvernements et les entreprises privées? C'est inédit. Dans l'espace, on le voit, mais dans le monde, j'en sais rien, de la tech, des réseaux sociaux, etc., on ne le voit pas. On le voit pas, je sais pas. Enfin, en tous les cas, en Chine, il y a une bonne synergie entre le public et le privé. Oui, oui, c'est vrai. T'as raison, je pensais aux États-Unis, mais t'as raison. Mais bon, ouais, enfin, écoute, oui, SpaceX, c'est vrai que c'est un gros acteur. Après, pour l'instant, évidemment, il y a pas que lui, hein. On va parler un petit peu des autres. Bon, tout s'est bien passé d'ailleurs pour Thomas Pesquet et ses collègues. Mais t'as vu, ils ont quand même fait une petite manœuvre pour éviter une poubelle orbitale. Et les poubelles orbitales, ça va pas s'arranger puisque Starlink continue sa constellation. Et puis Blue Origin veut commencer la sienne aussi. Et ça se concrétise, hein, puisqu'Amazon a commandé 9 tirs de fusée pour commencer la mise en orbite de ces donc 3236 satellites pour couvrir le monde à lui aussi. Et ces fusées, c'est pas des Falcon 9, bizarrement, hein, ce sont des Atlas 5. Et Atlas 5, c'est la United Launch Alliance qui les lance, et c'est Boeing et Lockheed Martin. Donc c'est des entreprises plus historiques, on va dire.
Et bon, d'ailleurs, on parlait de révolution qui est en train de mener SpaceX. Bien sûr, c'est pas sans faire de vagues dans le milieu de l'espace, parce que il y a certaines de ces boîtes qui vivent donc selon le modèle traditionnel dont on parlait depuis 50 ans, quoi, tu vois. Et puis il y a des collaborations internationales aussi qui sont simplement menacées par le changement de paradigme que pourrait amener SpaceX. Donc pour l'instant, évidemment. Oui, parce que peut-être une petite précision pour bien cerner le propos, c'est pas que la collaboration publique-privée est nouvelle. Hein. La NASA a toujours collaboré avec les entreprises du domaine privé et pas seulement américaines, aussi françaises, anglaises, etc. Simplement, c'était un petit peu comme la France pilote son armement, là. Dassault, c'est une entreprise privée, mais on sait bien que le donneur d'ordre et le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, c'est quand même l'État. Dans l'espace, c'était un peu ça le paradigme avant, alors que là, il y a une séparation plus claire et plus nette des rôles entre le privé et le public. C'est ça qui est nouveau. C'est pas tellement juste d'avoir du privé. Oui, de toute façon, les sous-traitants, il y en a toujours eu des milliers. Enfin, c'est absolument énorme. Et puis là, par exemple, Blue Origin a aussi été choisi avec Lockheed Martin, d'ailleurs, par la DARPA pour aider à développer un moteur spatial nucléaire. Donc on avait déjà un petit peu parlé de ce genre de truc, tu vois. Et alors c'est vrai que Starship, c'est un concurrent direct de SLS, qui est développé par Boeing et United Launch Alliance aussi, entre autres, donc c'est encore des partenariats public-privé. Mais bon, il est financé directement par la NASA désormais, donc Starship aussi. Le projet Artemis, pour le moment, il se fait en passant par une station spatiale orbitale lunaire, d'ailleurs. Tiens, on en parlait un petit peu là de cette histoire. Et en fait, la raison aussi pour laquelle SpaceX pourrait vraiment beaucoup bousculer tout ça, c'est que ça dépend, si tu veux, pour l'instant, on est sur un paradigme où voilà, les fusées coûtent tant, ça coûte tant d'aller dans l'espace. Si vraiment les coûts baissent à ce point, en gros, si SpaceX se débrouille très très bien, dans le cas idéal, le projet Artemis qui est prévu pour le moment, il pourrait être inutilement compliqué, en fait, puisque pour le moment, il faut passer par une station spatiale en orbite lunaire, donc il faut l'amener là, la station, il faut l'assembler là, puis après il faut la choper à l'aller, puis il faut la choper au retour aussi. Or, Starship, c'est quand même un vaisseau martien à la base. Donc en gros, si on le convertit en mission lunaire, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement est-ce qu'il pourrait pas le vaisseau aller tout seul sur la Lune, en repartir? Ce serait tellement plus simple, et puis tellement moins cher. Donc, c'est vrai que de base, Falcon 9 déjà grignote de plus en plus de parts de marché sur les lanceurs. Donc si SpaceX devient prestataire préféré de la NASA et gère les missions lunaires quasi tout seul, ça va être un séisme en fait dans l'économie du secteur, tu vois, avec des centaines de milliers de jobs en question d'ailleurs. Donc il y a aussi beaucoup de questions politiques qui arrivent là, parce que SLS, ça coûte des milliards et des milliards à l'État américain, mais c'est aussi des dizaines de milliers d'emplois. Donc, effectivement, si SpaceX arrive et qu'il défonce tout, il y aura même peut-être, on va savoir, dans 10 ans, on aura peut-être un sujet antitrust SpaceX. Je sais pas. C'est vrai. En fait, même pour mettre des mots dessus, c'est que quand on dit que ça coûte à l'État, vu que c'est des dépenses de l'État, c'est pas vraiment un coût, puisque l'idée de l'État, c'est de dépenser de toute façon 100% des impôts, et en ce moment, en général, même un peu plus, là, pour se garder une marge, parce que tout cet argent qui est dépensé participe au PIB, et donc, nécessairement, quand l'État dépense moins, et peu importe la raison, il y a un trou dans l'économie. Donc, parce qu'on a tendance à dire que c'est bien de réduire les dépenses de l'État, mais disons que c'est pas la même chose quand elles vont 100% en intérêt financier pour de la dette versus quand c'est dépensé pour des salaires, et même indirectement parce que c'est de la sous-traitance à du domaine privé. Et effectivement, la question le fait qu'il y ait une entreprise dans le secteur qui soit plus efficace que les autres a paradoxalement un impact assez négatif sur l'économie, effectivement. Guillaume, un dernier point sur SpaceX? Non, écoute, je pense non, mais c'est effectivement, tout ça, c'est des équilibres qui sont quand même assez complexes, et bon, évidemment, voilà, c'est en train de se recomposer peut-être, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que voilà, j'ai envie d'y croire, et puis voilà, on a l'impression d'être à l'aube d'une nouvelle âge d'or, tu sais, un nouvel âge d'or de la conquête spatiale, un petit peu, et ça, c'est quand même excitant. Ouais, et moi, ça me fait toujours réfléchir de savoir que ça s'est arrêté comme ça, ou en tout cas que ça n'a pas eu le même dynamisme. Bon, évidemment, je suis persuadé qu'il y aura plein de commentaires qui vont m'indiquer tout ce qui a pu se passer depuis, ça s'est pas arrêté, non, voilà. Mais il n'y a pas eu cette même émulsion continue toutes ces décennies passées. Bon, c'est captivant.
captivant, c'est captivant. D'autres sources d'investissement dans un tout autre registre, c'est celui des processeurs, parce que s'il y a bien une année qui est captivante pour le monde des processeurs, c'est celle-ci, avec évidemment la petite révolution à son échelle qui consiste à installer le même processeur pour des tablettes, des ordinateurs, donc le M1, aussi plébiscité par la presse technologique, et puis évidemment la pénurie de composants. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de Tech Café Made in Asia, où on revient sur l'origine de la pénurie des composants, jetez-vous dessus. Mais on assiste évidemment à de l'actualité chaude sur le sujet, à commencer par Apple, hein, évidemment, qui continue à surenchérir là-dessus, Guillaume. Oui, non, mais enfin Apple, oui, alors c'est vrai que puisqu'on est dans les investissements pharaoniques et les courses technologiques, il faut parler aussi de microélectronique parce que les annonces au choc continuent. Rappelez-vous des montants que Guillaume vous a listés juste avant, on va les mettre en perspective. Ben là, on sait tu sais qu'on te revenir, donc qu'on te investir quand même des dizaines de milliards pour devenir le fabricant de puces occidental numéro 1 de tout le monde. Il va y être aidé par des subventions gouvernementales à terme, parce que pour l'instant, il a rien obtenu, mais il y aurait réservé pour lui un montant à 10 chiffres, donc plusieurs dizaines de milliards de dollars, vraisemblablement. Donc 10 chiffres, hein, je cite, c'est un truc qu'on lui aurait promis pour construire des usines et tenir tête à TSMC. Donc TSMC, donc ce fameux fabricant taïwanais, le fabricant préféré de tout ce qui contient une puce ou presque, pendant ce temps, lui, effectivement, il continue avec de nouvelles offres. Donc on a donc le 5 nanomètres s'ouvre petit à petit, et plus seulement aux clients alpha, qui était Apple et iSilicon. Donc il annonce le N5P et le N4, qui seront des évolutions de la même famille que le N5 à peu près, avec des chaînes de fabrication plus optimisées et simplifiées. Et donc le N5P, c'est pas énorme, ça gagne 10% sur le N5, et le N4 devrait aller un peu plus loin, mais le vrai saut, évidemment, ça arrivera avec le N3, qui devrait arriver en 2022, avec une densité 1,7 fois plus grande que le N5. Donc ça veut dire 1,7 fois plus, donc en gros, presque 2 fois plus de transistors sur la même surface, donc voilà, éventuellement, au moins autant de puissance, évidemment. Ça va être toujours un compromis entre la consommation et les gains de puissance, etc., comme d'habitude. Donc des composants en gros presque 2 fois plus efficaces que le haut de gamme actuel, qu'utilise en particulier, comme tu disais, Apple dans ses nouveaux processeurs M1. Et donc tu parlais, ou je sais pas, peut-être tu faisais allusion au M2, qui serait déjà en production selon le Nikkei Asia, pour une commercialisation qui pourrait arriver en juillet, donc selon ce même journal. Ce qui est assez étonnant parce que jusqu'ici on s'attendait quand même à les voir arriver au moins sur N4, et justement, ces fameux M2. Mais le N4, il est pour 2022. Donc du coup, est-ce que ce serait sur du N5P? Je sais pas. Ou est-ce que peut-être ce sera juste un peu plus tard? Bon, est-ce qu'ils sont très en avance, ou est-ce qu'ils sont sur des architectures qu'on n'avait pas envisagées, quoi? Ouais, peut-être c'est plus un changement architectural, ou alors c'est un changement qui est pas non plus énorme. Mais bon, je sais pas. Enfin, en tous les cas, c'est vrai que c'est un peu étonnant, parce que moi je m'attendais plutôt à avoir ça en 2022 avec un nouveau node vraiment, de la part de TSMC. Mais bon, quoi qu'il en soit, Apple, c'est quand même une des boîtes les plus riches du monde, justement, et donc elle annonce elle aussi qu'elle va injecter du pognon. Alors elle va injecter 430 milliards de dollars supplémentaires dans l'économie américaine sur 5 ans. Elle avait promis déjà 350 milliards en 2018, sur 5 ans aussi pareil. Et donc c'est des investissements qui concernent la R&D, dans les technologies de pointe, comme on dit, donc comprendre la 5G, et puis évidemment les nouvelles générations de processeurs, puisque c'est devenu un cœur de métier d'Apple désormais, et aussi la construction de nouveaux sites, de nouvelles infrastructures, donc tout ça dans 9 États. Donc il y aura un nouveau campus par exemple en Caroline du Nord pour 1 milliard de dollars, et dans la foulée il y aura évidemment des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois créés, sans compter le boost sur près, justement comme on disait, sur près des sous-traitants. Alors les sous-traitants, il y a près de 9000 sous-traitants d'Apple, donc ça fait beaucoup de monde qui sera touché. Et donc c'est vrai qu'entre le stimulus américain, les investissements privés massifs comme ça, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être devant une relance économique comme on n'en voit vraiment pas tous les jours, quoi. Moi j'ai bien envie, Pierre-Olivier, de t'entendre réagir sur le M1, parce que bon, c'est facile comme ça de dire bon ok, c'est le processeur qui est plébiscité par la presse. On l'a relayé dans le précédent épisode quand même. C'est un processeur qui va s'installer dans un iPad. Alors justement, cette installation du M1 dans un iPad Pro, pour toi Pierre-Olivier, ils l'ont fait parce qu'on peut le faire et pourquoi on le ferait pas, ou parce qu'ils ont des plans et qu'on n'aurait pas encore bien identifié, qui nous montreraient qu'enfin la tablette serait peut-être un outil de productivité qu'on n'aurait pas suffisamment identifié à ce stade. Comment tu vois ça? Non-événement ou truc à surveiller? C'est pas un événement là, genre marquant ou quoi. Je veux dire, si dans 10 ans on regarde les news, on va pas dire tiens, c'est ce jour-là que Apple a fait. Quand on regardera l'histoire d'Apple, oui, mais l'histoire de la technologie probablement pas.
Oh, quand même. Mais même d'Apple, comme. Non mais attends, le M1 c'est une évolution des puces qu'il y avait déjà dans les iPad Pro de toute façon, hein, faut pas croire. Hein. C'est ça, c'est. Alors oui, dans ce sens-là, oui, mais que ce soit le même que pour les Macs, c'est à l'échelle d'Apple, messieurs, mais ça reste quelque chose qui est un peu inédit. Bon, vous me direz, l'iPad est en soi inédit dans l'histoire d'Apple. Non mais il y a eu des tablettes Intel et des PC Intel avant, enfin je veux dire, faut pas non plus. Hein. Bon, ben bref. C'était pas Apple. Le M1, c'est juste un pros ARM, puis c'est pas du tout les premiers ordinateurs là, le MacBook, le M1, c'est pas du tout les premiers ordinateurs à avoir un ARM. Ce qui est extrêmement grave, c'est les performances dégueulasses de Windows sur ARM. Surtout maintenant qu'on a une comparaison, mais je veux dire, en soi, c'est un bon processeur, mais Guillaume, tu vas peut-être me corriger, mais c'est pas un processeur miracle, et quand on le met dans un iPad, ça fait pas un saut de 8 générations, et ça en fait pas une machine de fou. C'est une itération assez normale. Il y avait un pros ARM qui était déjà bon, puis on met le nouveau, et en tout cas, dans la vie de l'iPad, là, moi, je vois pas le saut, là. Mais non, justement, c'est ça qui est marrant, c'est que, en fait, il y avait déjà un ARM sur iOS dans l'iPad Pro avant, donc maintenant, on en met un plus puissant. Bon, bah, tant mieux, c'est cool, mais je veux dire... Oui, puis il est pas 40 fois plus puissant. Il est vraiment dans la droite ligne de toutes les évolutions. Il est mieux, mais voilà, quoi. Enfin, je veux dire, oui, il y a eu une transition quand on a mis du ARM dans les Macs, parce qu'avant, il y avait de l'Intel. Bon, bien, ok, on peut en parler. Mais là, il y avait du ARM dans les iPads, et maintenant, on remet du ARM dans les iPads. Ben ouais, ok, what? Je sais pas, je vois pas le problème. Bon, c'est un bon coup joué à leur niveau, en tout cas, d'avoir le même processeur partout. Ça reste indéniable. Après, évidemment, on est curieux de voir comment est-ce que je vois pas en quoi c'est étonnant, quoi. C'est ça qui me... Bon, c'est juste parce que quand on suit l'actualité d'Apple, on s'attendait pas à le voir arriver sur l'iPad, je pense. En tout cas, pas sur l'iPad Pro. Mais oui, peut-être qu'on était très naïf. En tout cas, je l'étais peut-être trop. En tout cas, comme je le disais, on attend de voir comment est-ce que la puissance du M1 va être exploitée, parce qu'iOS n'en tire clairement pas parti pour l'instant, mais ça fera peut-être l'objet de la WWDC en juin. Alors, autre sujet Apple, ça nous permet de faire une petite transition, c'est les AirTags. Donc ça, on en a largement parlé dans le dernier épisode. Là aussi, moi, je voudrais justement en profiter. Allez, ne casse pas mon introduction. Je voudrais en profiter, Pierre-Olivier, pour te voir réagir sur ce sujet. Alors là aussi, est-ce que c'est le plus Apple des produits Apple qui n'est jamais sorti, en bien ou en mal d'ailleurs? Est-ce que tu as suivi la sortie des AirTags? Je te demande pas si tu as précommandé tes AirTags, Pierre-Olivier. J'ai suivi, évidemment, hein, comme... C'est vraiment exactement le genre de produit pour qui fait que je me moque d'Apple. Tu sais, genre le truc qui existe depuis bon, j'allais dire 10 ans, et c'est pas le cas là, mais 3, 4 ans, que plein de boîtes ont super bien bossé, et que là Apple, ils sortent vraiment exactement la même chose, mais la presse pourra jamais dire c'est la même chose. À chaque fois que quelqu'un va dire ils ont copié, puis on s'entend là, le mot est probablement trop utilisé, mais ne serait-ce que dire qu'ils se sont inspirés, tu vas avoir toute une armée de médias qui vont dire mais non, parce que là c'est beaucoup mieux, parce que ça tire parti de tout l'écosystème. Ah bah oui. Là, quand tu poses la question, c'est quoi tout l'écosystème? C'est juste le nombre d'utilisateurs, en fait. Bon, mais là, comme on peut tous s'entendre pour dire que technologiquement parlant, c'est strictement la même chose. La seule différence, c'est une position dominante. Mmh. Bon, voilà. Pour moi, c'est l'archétype là du produit non innovant qui va être célébré de façon incroyable. Et qui, en plus, même s'il n'était pas célébré de façon incroyable, il aurait du succès juste parce que la taille d'Apple, et effectivement, il y a un effet de... je perds mes mots, mais il y a je veux dire un effet d'audience. Une espèce de chambre de résonance liée au parc. Oui, exactement, comme pour les réseaux sociaux. Même si t'aimes pas trop WhatsApp, si t'as 12 de tes 15 amis qui sont sur WhatsApp, tu vas être sur WhatsApp, même si c'était pas ton truc préféré. Voilà, là c'est un peu le même concept. C'est si tu regardes Tile versus AirTags, c'était comme bon.
bah, si j'ai perdu un truc, j'ai plus de chances de le retrouver avec mes AirTags. Alors, pour t'aider peut-être à conclure là-dessus ou te provoquer, tu me diras comment tu veux voir les choses, Pierre-Olivier. Moi, je me souviens très très bien d'une explication que tu nous as donnée, que j'ai réabordée d'ailleurs dans le Discord de Tech Café, dans le cadre de discussion, où tu nous mettais en avant le fait que inventer quelque chose, c'est pas que le concevoir technologiquement, et tu donnais l'excellent exemple du hand spinner, qui a été inventé selon la légende par une maman qui voulait a priori trouver un jouet pour son fils, je crois qu'il était victime d'autisme, si je dis pas de bêtises, hein, ou qui était qui avait de l'autisme, et tu expliquais très bien à quel point l'invention en tant que telle de la dame, c'était oui, ok, sur le plan technologique, c'est elle qui l'a inventé, technologique avec des guillemets, mais le fait de le distribuer et de le vendre comme tel, c'est finalement là que revêt une bonne part de l'invention, et sans cette distribution, sans cette appréhension auprès du grand public de la présentation d'un objet, l'invention n'est rien. Alors, est-ce que ça s'applique pour le AirTag? Je me renie pas. Il y a juste il y a quelques différences quand même importantes. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du hand spinner, Putain, tu me dis je sais tellement pas pourquoi bien. j'ai prononcé comme ça, tout le monde va se foutre de ma gueule, c'est officiel. Si on prend l'exemple du hand spinner, en l'occurrence, c'est un jouet qui préexiste, en tout cas, c'est un concept qui préexistait, mais qui était destiné à un autre marché. Oui. Et finalement, l'innovation, ça a été de prendre quelque chose qui existe et puis de le destiner au grand public. Un autre marché. C'est ça qui a fait que ça a marché. Mais là, en l'occurrence, entre Tile et AirTag, C'est vrai. il n'y a pas de différence de marché. C'est le même marché. Mais cela dit, je voudrais pas qu'on retienne que je dise que Apple a copié Non, Tile. je pense Parce c'est que pas- je pense que fondamentalement, c'est pas une idée incroyablement originale. Ouais, c'est Et pas puis, les de toute seuls, façon, on Tile, parle à de l'avoir, Tile, oui. puis c'était pas les premiers non Voilà. plus, Tile. Donc vraiment, pour moi, je suis pas tellement attaché là au concept de qui a copié quoi ou quoi. C'est simplement que on est vraiment on nage beaucoup dans la mauvaise foi là quand on dit que les AirTags c'est pas du tout comme les Tiles. Voilà. C'est plus ça mon propos, tu vois. Et puis bah là, j'imagine qu'on va rentrer un petit peu plus dans les détails juridiques et qu'on va continuer de rigoler sur le sujet. Mais clairement, bon voilà, il y a d'autres aspects en plus dans la bataille Tile et AirTags. Mais en tout cas, je voudrais juste insister là-dessus. Je veux pas qu'on retienne de ce que je dis que Apple a copié Tile, parce que c'est vraiment pas mon propos et puis c'est pas l'argument que je défends. Promis, à moins que je retire tous ces propos-là du montage, mais je ne le ferai pas, je suis trop honnête. Guillaume, je suis en train de péter le conducteur que tu avais préparé, quoique on parle quand même d'Apple, qui vit quand même des heures un petit peu difficiles. Alors on parle de Tile versus les AirTags, on va pouvoir en parler un petit peu plus en détail, mais malheureusement il se retrouve embarqué dans plein de petites problématiques Apple. Oui, bah oui, on va peut-être pas non plus passer la soirée sur Tile, hein, donc des fois ça, de toute façon, des fois ça veut pas, et c'est vrai que là, Apple, j'ai pas l'impression que, pour l'instant, c'est peut-être pas son jour, c'est peut-être pas sa semaine, parce que il a été fermé par un ransomware, donc de manière indirecte, hein, puisqu'en fait c'est Quanta, un fournisseur qui a été piraté par Revol, qui leur a volé des gigaoctets d'infos confidentielles sur les futurs produits de la marque, hein, donc voilà, mon dieu, hein, Apple qui est si pointilleux avec les fuites, qui est si secret, si mystérieux, le voyez qui est menacé par de vils goujats d'exposer des nudes de ses futurs iMac et MacBook. Alors qu'est-ce qu'il va faire, hein? Est-ce qu'il va payer les 50 millions pour préserver la pudeur de ses beaux ordi tout innocents? Je sais pas, réponse avant le 1er mai, honnêtement je m'en cogne. Cela dit, Apple est victime d'une tentative d'extorsion qui devient de plus en plus courante, hein, parce qu'au lieu de crypter bêtement les données, maintenant les hackers ont réalisé qu'il valait peut-être mieux les voler, tout simplement, puis les vendre, au cas où vous paieriez pas, au cas où tu aurais juste une politique de backup efficace. Donc la prise d'otage se sophistique, hein, on publie des petits bouts de données, on s'en sert pour mettre la pression sur des grosses boîtes, hein, comme les boîtes riches en général, comme Apple ou Acer. Donc on instrumentalise le RGPD, même d'ailleurs, puisque une grosse fuite, ça peut amener aussi à une grosse amende. En tout cas, les pirates font preuve de plus en plus d'imagination, puisque certains évoquent même la possibilité de manipuler le cours de bourse de l'action et de faire appel à des courtiers véreux qui vous shorteraient à mort, comme pour GameStop. Bon, honnêtement, ça me paraît franchement relever plus du bluff qu'autre chose, parce que cette histoire de shorting, là, c'est pas très crédible. C'est pas tous les jours qu'une fuite de données est susceptible de faire baisser de manière certaine et durable le cours d'une action pour que des investisseurs se risquent à shorter en masse dessus, connaissant les risques, hein. Donc moi, j'y crois pas trop, mais bon, en tout cas, faut avouer que c'est quand même inventif, quoi.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que je suis pas sûr que ça s'applique beaucoup sur Apple pour qui, à mon avis, les résultats en bourse ne se basent pas sur Ouais, le ça va être fait très de dévoiler compliqué leurs pour secrets Apple, ou ouais, pas. je Mais pense. bon. Ou- Bon, quand même, on peut faire le tour Oui. avec Tile, quand même, un petit point Non, mais juridique. non, oui, Ah voilà. si. Bah, de toute façon, c'est toujours ce combat de titan pour l'App Store. Hein. Vous en avez déjà parlé, je crois, non, de ce truc avec l'App Store et Epic et tout ça et Apple. Ouais, je sais, on Oui, nous a parlé des dizaines vaguement. de fois. Et ben là, ça continue. Le Congrès américain s'y intéresse hein, sous le prisme de l'antitrust, hein, qui est devenu le dada un petit peu des régulateurs là-bas. Ça va durer un bon moment. Alors, évidemment, alors que Spotify devient concurrent direct d'Apple sur les podcasts et que Tile vient de se prendre un concurrent propriétaire direct hein, sous la forme de ces fameux AirTags, mais ils vont être très enclins à lui savonner la planche. Bon, alors, c'est vrai que la sortie des AirTags peut mal tomber, mais je vais pas en parler parce que d'une part je m'en cogne en fait des AirTags et en fait il y a pire, puisque un des principaux arguments d'Apple quand il défend son modèle d'App Store, c'est la sécurité. C'est vrai, et ça m'a marqué à la préparation de l'émission quand j'ai été consulter l'article que je n'avais pas vu. J'ai été estomaqué. Raconte-nous un petit peu. Effectivement, il présente l'App Store comme étant un environnement très sûr pour le consommateur. Moi, je suis convaincu de ça, Guillaume. Mais oui, Enfin, maintenir c'est une sûr. infrastructure de qualité, eh ben ça coûte des sous, tout comme s'assurer de la qualité et de la sécurité des apps que vous trouvez sur l'App Store. Donc c'est cher, et t'as pas le choix, mais c'est luxe, hein, du coup, et puis voilà, t'es tranquille. Sauf que c'est pas vrai du tout, et que c'est pas difficile à vérifier, puisque depuis quelques mois, il y a un gars qui s'appelle Costa Eleftheriou, qui se balade sur l'App Store pour dénicher des scams, des arnaques, des malwares, et en fait, il m'en a trouvé plein, et son compte Twitter en déborde littéralement. Surtout, c'est pas dur. Sa méthodologie, elle est pas du tout compliquée, hein. Il regarde les applications qui font le plus de pognon, et qui ont de super évals. Alors bien sûr, ça va pas être les toutes premières de la liste hein, qui poseront souci, mais quand tu commences à taper vers les dixièmes et plus, ben t'as des trucs Call Recorder iCall, par exemple, qui fait strictement rien, mais qui le fait avec un abonnement de $10 par mois impossible à annuler. Il y a une télécommande Roku où il y a un détecteur de fantômes à $5 par mois. Alors, je suis absolument fan du concept d'app détecteur de fantômes. Je vais en faire une pour Android. Je vais en programmer une pour Android dès la fin de l'épisode. Je vais m'y mettre. C'est obligatoire. C'est génial. Donc voilà, ces exemples hein, de génie sont relayés dans The Verge, hein, donc parmi d'autres, puisque comme Costa, ils en ont eux-mêmes d'ailleurs trouvé et signalé plein. Et parfois, ça avait déjà commencé il y a un moment, ils réagissent pas. Hein, c'est ça qui est dingue. Parfois ça fait 2 mois. Parfois ils restent quand même à Apple, mais parfois plusieurs mois à réagir. C'est des apps qui sont boostées aux fausses évaluations, parfois des milliers de fausses évaluations, parfois elles sont ridiculées hors de propos, mais ça passe quand même. Et si vous oui, parce que ça n'a rien à voir. Parfois, c'est des évaluations qui traitent d'un sujet qui n'a rien à voir. C'est parfois le mec qui dit ah ouais j'ai vraiment perdu du poids avec cette application de call recorder. Bon, laisse tomber. Et si tu penses qu'en plus seuls quelques pauvres égarés téléchargent ces trucs, c'est véridique. Hein. Sachez qu'il y a un faux VPN qui a fait plus de 1,4 million de dollars en 6 mois. Fox News ne fait pas autant. Hein. Mais le plus beau, c'est que si en l'occurrence ce faux VPN a été viré, finalement, c'est même pas le premier essai du dev qui a déjà publié un autre faux VPN début 2020, qui avait déjà fait pas mal de lait. Donc le compte de Costa, c'est un florilège de scams multimillionnaires hein, sur l'App Store. Donc la prochaine fois qu'Apple dira « mais c'est pour vous protéger », bah ça va être très dur à faire passer comme pilule. Parce que soit il fait semblant, soit il est juste vraiment mauvais, mais dans tous les cas, la conclusion c'est que surtout il faut vous méfier, il faut être vigilant avec les apps sur l'App Store d'Apple comme ailleurs. Et d'ailleurs, même au sein d'Apple... On parle pas d'applications confidentielles, hein. Comme tu dis, c'est dans les classements qui montrent des applications qui sont très 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 bien positionnées. Et puis d'ailleurs, même au sein d'Apple, il y a des employés hein, qui commencent à témoigner en ce sens. Hein, la sécurité de l'App Store sera en aucun cas à la hauteur de ce qu'Apple affirme. Bon, ça c'est un sujet sur lequel je peux pas m'empêcher de te faire réagir, Pierre-Olivier, parce que c'est un monde que tu connais pas bien, celui des applications. Est-ce que c'est une jungle telle que celle qu'on est en train de le décrire, et comment ça se fait qu'on est tous convaincus, je vais avoir une idée de la réponse, par la sécurité, l'environnement protégé d'Apple, alors que c'est un tel trou à piège en fait. En fait, le premier truc qu'il faut dire, c'est que on fait pas. Et là, c'est un on qui veut dire nous. Là, je nous inclus, nous aussi, Tech Café là-dedans. On fait pas une bonne job de vulgariser c'est quoi la sécurité, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a comment dire des applications qui sont malicieuses, c'est leur intention. Donc et là-dedans, il y a plusieurs catégories virus, malware, spyware, etc. Et ces catégories, déjà, c'est de plus en plus mélangé. Là, il y a une époque où c'était un peu plus clair dans la presse spécialisée. Maintenant, en général, on met tout ça, on range tout ça au même endroit, alors que les effets pour l'utilisateur sont pas du tout les mêmes, là. En dessous de ça, il y a les applications qui sont
faiblement ou pas sécurisés, qui sont à risque ou qui ont été breach. Donc vos informations vont ou ont fui sur le web. Et puis après ça, et on parle d'informations, je veux dire, type carte de crédit, enfin voilà, fiscale ou ce genre de choses, là, numéro d'assurance sociale en Amérique du Nord, ce genre de choses. Et puis en dessous de ça, il y a les problématiques de vie privée avec la publicité ciblée, etc., etc. Et enfin, il y a vraiment plusieurs niveaux de sécurité. En général, on balance tout ça dans le même panier. Et donc en fait, Apple, il y a plusieurs choses sur lesquelles ils font très attention. Il y a la sécurité proprement dite, c'est-à-dire que sur l'App Store, il y a très peu d'applications qui font des choses qui ne sont pas prévues sur iOS, comme lire des dossiers auxquels ils n'ont pas accès, exploiter des failles, ce genre de choses. Mais c'est lié plus à c'est plus lié, excuse-moi, à l'architecture d'iOS que au modèle de distribution d'applications, non? Ah d'accord. Bof. Ok. Ok. Non, parce que sur iOS c'est du code natif, donc okay. c'est assez facile de packager un binaire qui fait des trucs sur l'OS et qui a pas besoin d'utiliser des API spécifiques. Et d'ailleurs, quand on parle d'iPhone jailbreaké, etc., c'est quand même ce qui se passe, versus Android par exemple, où c'est du code managé, c'est-à-dire que le code il roule pas sur le processeur, contrairement à iOS, il roule sur une machine virtuelle. Ouais. Cette machine virtuelle, elle est un gardien jaloux de tous les accès au matériel. Ça veut pas dire qu'il y a pas de faille, mais il y a quelqu'un qui lit toutes les instructions qui sont demandées d'être exécutées, versus c'est pas le cas sur iOS. Donc non, c'est pas c'est pas architectural, c'est vraiment plus les validations qui sont faites quand tu soumets une application sur l'App Store. Ce que l'équipe Apple fait aussi, c'est vérifier vers quel serveur l'application communique, ce genre de choses. Donc là, on est vraiment sur de la sécurité dure, entre guillemets. On n'est pas du tout sur les aspects sociaux, donc arnaque, etc. Et ça, effectivement, ça fait super longtemps. Il y a une start-up à Montréal que je nommerai pas, qui charge des abonnements récurrents sans que les utilisateurs soient jamais au courant. Évidemment, s'ils regardaient leur compte App Store, ils le verraient, mais dans l'app, il y a rien qui dit que tu es en train de souscrire un abonnement récurrent. Et cette app, ça fait des années qu'elle est là, puis ils font beaucoup d'argent. Et ça, c'est vraiment pas un focus en ce moment de la part des équipes Apple. Donc là, il y a un trou, mais c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils regardent pas. Pour le moment, ça fait pas vraiment partie des choses qu'ils regardent. Et puis, il y a un autre truc qui est la partie vie privée, qui en ce moment est le cheval de bataille en termes de communication publique d'Apple, et sur lequel ils font de plus en plus d'efforts, mais il faut bien voir que c'est un chantier qui est en train de s'installer, qui n'est pas complètement installé au moment où on se parle. Et donc c'est pour ça que au niveau grand public, on a une image super clean, et on voit pas les trous, parce que justement, au niveau de la presse spécialisée, de la presse généraliste, on fait pas la différence entre toutes les tous les différents niveaux de sécurité et de vie privée qui peuvent exister en informatique. On mélange tout ça ensemble, et au global, en moyenne, Apple a une bonne image et le mérite. Mais voilà, il y a des endroits sur lesquels Apple passe tout droit et ils ont jamais regardé, et puis on dirait qu'ils sont pas prêts de regarder non plus. Ouais, c'est ça qui est déroutant, c'est que même quand tu es averti de pas réagir au bout d'autant de mois, alors que tu es très prompt à réagir sur d'autres problèmes de distribution, c'est ça qui interpelle effectivement. Et il s'était passé la même chose. La vie privée, comme je le dis, là, c'est un chantier qui s'installe. Il y a ne serait-ce que, je pense, 2 ans, là, quand Numérama révélait tous ces SDK de publicité qui étaient reliés à une même entreprise, qui permettait de localiser n'importe qui, n'importe où. C'était un truc sur lequel Apple passait tout droit depuis des années, parce que la vie privée était pas encore un cheval de bataille de l'entreprise, et ça leur a mis assez longtemps avant qu'ils réagissent, parce qu'il a fallu que
cette enquête-là de Numérama soit traduite dans plusieurs langues avant qu'elle elle tombe dans l'oreille de quelqu'un de chez Apple et que ça réagisse. Donc voilà, ça n'est pas un château fort. C'est super intéressant en tout cas d'avoir tes précisions là-dessus. On précisera d'ailleurs sur les mauvaises périodes pour Apple pour dire qu'en Europe c'est pas mieux. Ils sont surveillés sur les enjeux de distribution. Ils avaient parlé d'Apple Pay aussi, mais j'ai l'impression qu'ils veulent prioriser un petit peu les sujets au niveau de l'Union européenne. C'est parfait. Tu nous parles aussi des modèles liés à la donnée et à la publicité, Pierre-Olivier. Justement, Guillaume, un petit peu de points d'actualité sur pire que de la mauvaise pub maintenant. Ouais, un autre petit canal de malware plutôt futé, c'est les pubs. Alors bien sûr, il y a les pubs agressives qu'on rencontre sur les sites un petit peu interlopes comme ça, mais plus seulement en fait. On a expliqué la dernière fois un petit peu comment ça se passe la pub sur Internet à base de serveurs de pub, de bourses, d'enchères, tout ça. Les pirates, ils se sont introduits directement dans 120 serveurs pubs. Ceux-là même qui envoient les pubs aux sites qui les affichent, donc ils n'ont pas besoin d'acheter de l'espace ou de faire des enchères ou quoi que ce soit. Donc ils ont directement un espace sur un site qui lui est parfaitement légitime, sur lequel ils peuvent afficher absolument n'importe quoi. Donc que demande le peuple? Alors bien sûr, ils pourraient afficher des messages militants sur la protection animale, sur, tu vois, jouer les lanceurs d'alerte ou faire de la politique, ou crier son amour, voilà, tu peux crier ton amour pour Jessica Laconta. Ou bien pousser des liens vers des malwares et des scams et faire du pognon, c'est peut-être plutôt ça qui se fait, et en plus, comme tu peux identifier ta cible, la plupart du temps, les serveurs emploient des pubs standards, la plupart du temps, sauf face aux gros poissons, et voilà, après, ils vont mettre des malwares, voilà, donc c'est, après les malwares qu'on connaissait, voici le temps du malvertising, donc ça existe déjà très largement, mais cette nouvelle attaque, elle est quand même inquiétante pour les serveurs, évidemment, les régies pubs, mais elle doit aussi alerter sur le fait que même sur un site tout à fait respectable, il y a quand même une chose que tu puisses te prendre une malpub. Je te laisserai, Pierre-Olivier, réagir à tout moment si tu as envie sur les différentes news là qu'on va enchaîner. Moi, je me suis arrêté sur interlope, je connaissais pas le terme, mais je me suis permis d'aller regarder la définition. Je découvre le mot. Merci Guillaume. Scandale Facebook de la semaine, Guillaume. Oui, c'est le moment du scandale Facebook de la semaine, après l'instant. Après l'instant mot croisé, donc Facebook a encore plein de fuites. Donc c'est terrible, cette incontinence sonnage quand même. Donc début avril, Motherboard a annoncé qu'ils avaient utilisé un bot Telegram pour retrouver des numéros de téléphone de gens qui avaient liké une page Facebook. Donc par exemple celle de Motherboard qui donne accès donc à 134 803 numéros de téléphone et ça coûte $139 de les avoir parce que why not, évidemment c'est payant, en tout cas pour les pages avec plus de 100 likes. Donc non seulement Motherboard avait vérifié que les numéros étaient valides, mais aussi qu'ils venaient d'une source qui était différente de la fameuse méga faille des 500 millions de profils dont on a parlé. Donc c'est encore une autre fuite. Et plus tard, le 21 avril, Ars Technica relaye l'expérience d'un chercheur qui, en vidéo, peut relier en masse des adresses email à des profils Facebook, que l'utilisateur le veuille ou non. Donc l'outil fonctionne avec un profil Facebook valide, donc l'auteur il en a acheté 200, comme ça, s'il y en a un qui est désactivé, il peut continuer sur un autre, et à ce train-là, il peut extraire 5 millions d'adresses email par jour. Donc ils se sont ravisés depuis, j'ai l'impression, mais le gars les a mis au courant évidemment de sa trouvaille, et ils ont dit qu'ils pensaient pas que ça vaille le coup d'être patché. Bah ça va, c'est pas grave. Tu sais, Facebook c'est David Goodenough, je sais pas si vous connaissez le joueur du grenier. Donc c'est, voilà, David Goodenough. Donc on fuite des mails, bon, et alors, c'est pas la peine de me chier une pendule, non? Alors, d'ailleurs, c'est même à tel point que dans un mémo interne, reçu vraisemblablement par erreur, par un journaliste belge, Facebook dit considérer que les fuites de données étaient un problème général de l'industrie, qu'il fallait considérer ça comme le nouveau normal. Bah oui, ça fuite, allez, de toute façon, tu mets ta vie privée en ligne déjà, alors ça va, tu vas pas t'affoler non plus, non? Puis regarde, de toute façon, c'est pareil partout, chez Clubhouse, voilà, alors, si Facebook, t'as au moins ta Facebook dating, c'est pas mal, non? Allez, arrête de faire ton boudin, mets une petite vidéo, ça va passer. J'essaierai de mettre la musique de David Goodenough en derrière avec les références qui vont bien. Ce qui est particulier avec Facebook, parce que ils peuvent bien essayer de faire croire que c'est le standard de l'industrie, et puis c'est pas complètement faux, là, dans le sens que des fuites, il y en a partout, tout le temps, c'est vraiment une très très mauvaise période pour ça en ce moment, mais la différence, c'est que, tu sais, genre, Equifax, là, quand ils se font breach des millions de numéros d'assurance sociale de Canadiens et d'Américains, le directeur de la sécurité informatique, c'est quelqu'un qui a un bac +3 en musique. C'est déjà et c'est pas une entreprise de sécurité informatique. Alors c'est pas du tout pour les excuser, mais simplement pour contextualiser. On parle pas vraiment de l'industrie, on parle plutôt d'entreprises qui sont en rattrapage forcé technologique.
Là où Facebook, c'est une boîte qui est née avec le web pour le web, et en plus de ça, c'est les données privées, c'est la seule et unique valeur de Facebook, là. C'est que si ça fuite à tout va, techniquement, ils se déprécient. Pour le moment, ça leur va parce qu'en fait, tous ces gens-là qui récupèrent des profils ciblés gratis, ils finissent par les vendre à des gens qui vont faire de la pub sur Facebook. C'est ça la réalité. C'est probablement pour ça là qu'ils balayent ça là d'un revers de la main. Mais le jour où Facebook perd son statut de très gros challenger sur le secteur de la pub, ça va leur faire beaucoup plus mal parce que vraiment, ça n'a aucun intérêt. Si demain il y a un Facebook 2 là, un concurrent vraiment intéressant, personne n'aura aucun intérêt à aller payer pour cibler des profils sur Facebook si on peut juste comme utiliser des outils pour les récupérer, vu que c'est une passoire le truc quoi. Ouais, on attendrait même quelque part, si on met de côté la réputation, la marque, tout l'historique catastrophique en matière de confidentialité des données de Facebook, on attendrait, vu le poids et l'époque, le poids financier, le poids du nombre d'utilisateurs et l'époque à laquelle ils sont arrivés, on attendrait presque d'eux qui dictent un peu les standards de vie privée, et évidemment c'est tout l'inverse. On va finir par un arroseur arrosé, Guillaume. Ouais, alors ça c'est vrai quand même, il faut le dire, hein, j'avoue, c'est beau, dans le style arroseur qui se fait littéralement uriner dessus, c'est pas souvent quand même. Parce que donc suite à l'acquisition fortuite d'un kit Celebrite tombé du camion, Moxie Marlin Spike, qui n'est autre que le fondateur de Signal, a réussi à hacker les outils de hacking les plus célèbres de la presse tech, je suppose. Donc Celebrite permet de débloquer des appareils et de retrouver des données effacées ou cachées ou de déchiffrer des trucs. C'est une boîte à outils qui est en gros en deux morceaux. C'est l'UFED et le Physical Analyzer. Et non, je sais pas ce que ça veut dire UFED. Donc chez Celebrite, donc c'est eux les hackers normalement. Et donc ils ont jamais pensé qu'ils pourraient eux-mêmes se faire hacker apparemment. Puisque Moxie a eu le kit entre les mains, lui, il a analysé un petit peu tous ces outils, et certains sont vieux et pas à jour et contiennent des failles. Or, Celebrite, il fourre son nez partout, c'est son boulot. Donc en particulier, il met son nez dans des endroits assez malpropres, et malgré ça, ils sont assez peu protégés. Donc il est possible de mettre des données piégées dans la machine à analyser, qui permet de faire exécuter n'importe quoi au kit. Donc Moxie le prouve avec un petit message affiché à la suite d'une demande d'analyse sur le kit, mais il est possible de trafiquer les résultats des analyses, de manière évidemment silencieuse, voire de toutes les analyses futures avec ce kit compromis. C'est beau, donc non seulement c'est possible de se protéger d'une analyse Celebrite, mais c'est même possible de contre-attaquer, donc c'est assez incroyable, il va y avoir du boulot de mise à jour chez Celebrite. Tu me diras, Pierre-Olivier, si tu partages ce sentiment, mais si on rattache cette news aux précédentes, j'ai quand même l'impression que le privacy by design, c'est-à-dire de penser sécurité et conservation fiable de la donnée des utilisateurs, etc., tout cet aspect du développement, il est pas encore installé, et jusque-là, on continuait. Et quand je dis on, c'est tous les développeurs type Celebrite, mais comme d'autres développeurs d'applications ou d'autres systèmes, on continuait à raisonner en se disant je mets de la sécurité et du sérieux dans la conservation de la donnée à la hauteur de ce que je pense être exposé en termes de risque. Je m'explique. Celebrite, à la base, je pense qu'ils s'imaginaient pas pouvoir être victimes de hacking parce que précisément, ils étaient amenés à être utilisés pour aller sniffer des appareils sur lesquels on souhaite faire des enquêtes et sur lesquels il y a peu de raisons de penser qu'au départ, on puisse vouloir nuire à Celebrite, aux appareils Celebrite. J'ai l'impression que c'est en train de changer et que maintenant, on fait plus du développement en prenant en compte la sécurité de base, quels que soient les usages, et la conservation des données de manière rigoureuse, quels que soient les usages. Je me trompe? Est-ce qu'il y a une évolution dans le développement à ce niveau-là? Disons que très globalement, là, c'est des questions de culture et ça dépend aussi beaucoup de quel côté de l'industrie penchent les gestionnaires et les directeurs là, dans les entreprises, mais essentiellement auparavant et encore dans beaucoup d'endroits, on pense à la sécurité comme du contrôle de dommages, c'est-à-dire on l'imagine de la même façon que la sécurité physique, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas une activité stratégique type militaire, paramilitaire, médical, paramédical, etc.
on met la sécurité à la hauteur de la valeur de la marchandise pour l'entrepôt. Et les transports, etc. Et donc on va réfléchir de la même façon en informatique. Et puis après, c'est une question d'assurance, quoi. Si on se fait avoir, ça passera sur l'assurance responsabilité professionnelle, des choses comme ça. Sauf que ce qu'on sous-estime beaucoup avec l'informatique, c'est le fait que d'une part, il y a une très forte médiatisation de ces problématiques et donc il y a des enjeux de réputation pour l'entreprise, et en particulier quand on est sur du B2C, mais finalement même du B2B aussi. Il y a beaucoup de boîtes qui ne se relèvent jamais de ces attaques parce que les clients désertent complètement. Si on prend les chiffres des associations interbancaires là, qui sont à l'origine de PCI, là, j'allais dire le protocole de sécurité, mais c'est pas un protocole, mais je perds mes mots aujourd'hui. Le dispositif de sécurité autour de la carte de crédit, on va l'appeler comme ça. En fait, les 2/3 des entreprises qui subissent qui font fuir des données bancaires n'existent pas dans les 5 ans ensuite. Donc c'est vraiment très sérieux ces enjeux de réputation. Et en plus de ça, c'est au niveau de l'informatique, on n'est pas du tout comme dans le monde physique où une porte elle est blindée et puis t'as la clé, tu rentres, t'as pas la clé, tu rentres pas, mais tu peux pas mal te servir de la porte. Tu vois, si jamais tu tires la porte au lieu de la pousser, le hangar va pas s'écrouler. Et en informatique, des fois les failles, c'est ça, c'est des trucs qui sont activés par erreur, parce qu'on se sert mal de l'outil, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé de façon accidentelle complètement et qui a laissé ouvert complètement béant, non pas la porte, mais tout le hangar, juste parce qu'on a tiré la porte du mauvais côté. Et c'est ça aussi, c'est comme tu le pressens, on est en train de prendre la mesure de ça, que en informatique tous les systèmes sont tellement imbriqués que le mauvais usage de l'un peut complètement rendre nul la sécurité de l'autre. Ouais, donc on voit moins les éléments qu'on développe comme des outils finaux, mais de plus en plus comme des éléments d'un maillage complet, et donc il faut être probablement plus rigoureux sur leur développement. Ok, on va peut-être conclure cet épisode avec une petite rubrique jeux vidéo. Alors on a la coqueluche des jeux vidéo. J'ai l'impression qu'on parle de Cyberpunk 2077 à chaque fois qu'on croise Pierre-Olivier Dibman, ou c'est peut-être qu'on parle de Cyberpunk trop souvent, je sais pas. Mais on aurait pu s'attendre à ce que ce soit catastrophique, Guillaume, en termes de résultats pour CD Projekt Red qui est derrière Cyberpunk. Ça va initier notre petite rubrique jeux vidéo. Ouais, Cyberpunk a eu un lancement chaotique, hein, et donc il a même été remboursé à certains joueurs, mais finalement, c'est pas du tout une catastrophe pour CD Projekt. En fait, les remboursements ne constituent qu'une fraction très limitée du bénéfice du studio. Ça représente dans les 50 millions de dollars, et en fait, ils ont fait un chiffre d'affaires de 563 millions avec un bénéfice net de 301. Donc, ça va, de ce côté-là. Par contre, en bourse, c'est une autre histoire, hein, puisque sur un an, son action est passée de 250 à 168 $, et elle avait eu un pic à 365 en janvier. Après, son cours est quand même toujours supérieur à ce qu'il était en 2017, par exemple, hein. Donc, il y a quand même un déficit d'image. Et toujours dans les chiffres, hein, si vous voulez savoir, Cyberpunk a nécessité 530 développeurs, 2000 acteurs différents pour 18 langues, et un budget total de 314 millions de dollars, ce qui est finalement pas si énorme que ça. Et il s'est vendu à 73% dématérialisé, dont 56% sur PC et Stadia. Un blockbuster au cinéma, je me rends pas compte le budget que ça peut être. Je manque vraiment de culture là-dessus, mais j'aimerais bien le comparer par rapport à un budget d'un film à gros budget. Je sais pas si vous avez en tête le budget. Il y a pire, il y a mieux. C'est c'est un peu standard, quoi. Non, tu sais, un blockbuster, ça peut être 500 millions, hein. Voire plus avec le budget promo d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'on n'y compte pas. Ouais, effectivement. Bon, écoute, tant mieux pour eux quelque part. C'est vrai que ça contraste avec les images qu'on a pu voir passer dans la presse de Cyberpunk sur certaines consoles qui sont vraiment ridicules. Mais bon, un petit mot sur Sony, parce que on nous annonçait la fin de la distribution.
de jeux sur certaines consoles. Oui, les décisions de Sony de fermer les App Store PSP, PS3 et PS Vita ont été accueillies très fraîchement quand même par la communauté de joueurs. Faut dire que d'un point de vue patrimonial, c'était pas fameux, parce que la Vita est quand même pas une vieille console, et bon, VGC a fait donc une estimation. Il a estimé que 2000 jeux seraient devenus totalement inaccessibles pour les joueurs Sony, donc, et si les trucs fermaient, et 138 seraient totalement perdus, si ces magasins avaient été fermés. Donc, à moins bien sûr qu'on se rabatte sur le piratage, qui deviendrait la seule planche de salut, ce serait quand même un comble. Et bon, parmi les jeux totalement perdus, il y a quand même des trucs, qui sont relativement connus, que moi je connais, qui s'appellent Echochrome 2, Tokyo Jungle, TXK, et MotorStorm RC, par exemple, auraient été complètement perdus. Mais bon, bref, si le store PSP, lui, fermera quand même bien le 2 juillet, et rendant d'ailleurs au passage la PSP Go complètement inutile, et oui, souvenez-vous de la PSP Go, totalement dématérialisée, les magasins pour PS3 et PS Vita... la PlayStation All Digital Edition avant l'heure. Ouais. C'est la PSP Digital Edition, All Digital, exactement. Là, écoute, elle ne sert plus à que dalle. Si tu l'as craqué, bien entendu. En tout cas, les magasins pour PS3 et PS Vita, eux, vont rester finalement ouverts pour un temps indéterminé. Donc c'est un soulagement pour pas mal de gens, mais bien sûr, c'est que partie remise. Les PS3 et PS Vita ne sont plus produites depuis 2017 et 2019. Le problème va finir par se poser à nouveau de toute façon. Mais bon, ce qui concerne l'avenir, on peut aussi mentionner qu'Epic Games fait une nouvelle levée de fonds, pas moins de $1 milliard d'ailleurs, et Sony participe aussi à hauteur d'un quart de ce montant, donc 250 millions de dollars supplémentaires dans Epic, pour, non pas douter, une collaboration technique toujours plus étroite. Donc à quand la prochaine démo Unreal Engine 5 ? Mais je sais pas, j'ai hâte, en tout cas il est probable qu'elle tourne sur PlayStation 5. Et justement, un dernier mot pour ce qui arrive sur Xbox et PlayStation 5, Guillaume. Oui, alors justement, au chapitre Next Gen, effectivement, les consoles PlayStation 5 et Xbox Series sont donc sur de la AMD RDNA 2, on l'a déjà dit plein de fois, et AMD, il fait une suite d'outils pour faciliter la vie des développeurs, donc ça s'appelle le Fidelity FX, et on y trouve des trucs, alors on trouve des effets clés en main, un petit peu comme de l'ambient occlusion, le screen space reflection, le variable rate shading ou le denoiser, bref, une grosse boîte à outils optimisée pour RDNA, et dans laquelle évidemment ils peuvent puiser pour gagner du temps, et ça arrive bientôt. Alors, bientôt il y aura aussi probablement la réponse d'AMD au DLSS. Donc le DLSS, on le rappelle, c'est la solution la plus efficace de super sampling à l'heure actuelle, et ça permet d'afficher des jeux plus détaillés en calculant beaucoup moins de trucs. Donc c'est une véritable killer feature qui permet de doubler les FPS à quasiment sans perte visuelle, et qui pour l'instant fait défaut à AMD. Donc d'ailleurs le DLSS ne cesse de se démocratiser, il est intégré au Unreal Engine 4, et il va arriver sur Unity à la fin de l'année. Donc il y a une grosse proportion des jeux, ça veut dire qu'ils pourront l'utiliser sans effort. Donc ça c'est quand même très 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 bien. D'ailleurs, faut voir la vidéo de démo du dernier moteur Unity. Il y a du ray tracing et du path tracing en temps réel, c'est dingue. Franchement, dans 3 ou 4 ans, les jeux, ça va être absolument malade. Mais bon, AMD est en train de finaliser une technologie analogue qui s'appelle Fidelity FX Super Resolution, qui donc va arriver dans le Fidelity FX Pack, et ce pack d'outils arrive aussi désormais sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que ça facilite la vie des développeurs, ça va encourager l'usage de techniques avancées sur toutes les plateformes, PC compris, tous les supports console PC. Et dans la même veine, il y a une technologie Microsoft par contre qui donc a été développée pour la Xbox Series X qui s'appelle le Direct Storage. Direct Storage, donc on avait probablement déjà parlé, c'est une techno qui est assez cruciale puisqu'elle concerne la vitesse d'accès aux données sur SSD, et on sait que c'est un point important de ce qui fera la différence de la nouvelle génération par rapport à l'ancienne, par exemple avec la possibilité de compléter directement la mémoire vidéo avec le SSD, comme une sorte de swap pour la mémoire vidéo, donc ça permettra d'utiliser des textures géantes par exemple, malgré la limitation mémoire. Évidemment ça permettra aussi d'accélérer les accès disques et donc les temps de chargement bien entendu, mais c'est presque secondaire en fait par rapport à ce que ça permet d'ouvrir comme champ des possibles. Et donc cette technologie elle va arriver aussi sur PC. Alors bien sûr il faudra un PC avec du matos à la hauteur, donc un GPU DirectX 12 et un SSD NVMe en PC Express génération 3, mais quand même c'est quand même très, très sympa de voir qu'il y a des ponts technologiques comme ça qui sont faits entre toutes les plateformes, qui au final nous donneront des jeux de malades quand il sortira des jeux qui utiliseront tout ça dans quelques années donc. Pour notre plus grand plaisir, je voudrais conclure cette rubrique jeux vidéo pour faire un petit point d'actualité sur Stadia, Pierre-Olivier. Est-ce que peut-être que t'as pas trop le temps de jouer en ce moment. J'imagine que ta situation perso fait que t'as peut-être pas du temps à consacrer aux consoles, mais est-ce que Stadia tourne toujours chez toi de temps en temps? Est-ce que tu continues à jouer à Cyberpunk? Stadia tourne toujours et justement parce que j'ai peu de temps à consacrer aux jeux vidéo et c'est toujours un plaisir d'être capable de jouer en 30 secondes et puis de jouer pour juste 15 minutes
minutes, 20, une demi-heure. Ah, tu vas continuer à nous convaincre du bien fondé de Stadia, effectivement, Pierre-Olivier. Bah, ou en tout cas du concept, oui, du parce concept, que bien voilà, sûr, moi bien je suis pas non plus fermé là sur la plateforme, hein, même si je commence à avoir beaucoup de jeux chez eux, mais c'est ça, le concept pour moi là, je suis vraiment vendu. Là. Bon, on pourrait parler du fait que Mario 64, je sais pas si vous avez vu, est dispo sur navigateur maintenant, juste sur navigateur, rien à télécharger, ce qui est quand même une belle prouesse. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez relever parmi les différents sujets qu'on a mis en vrac, ou est-ce qu'on se les garde pour notre plus grand secret et pour les personnes qui nous soutiennent Tech Café sur Patreon, qui ont accès aux notes des émissions en consultation, ou est-ce qu'il y a un sujet que vous vouliez mettre en avant dans la rubrique en vrac, Pierre-Olivier, Guillaume? Bah, je sais pas, t'as encore 1 heure devant toi ou on m'en fait? Moi, je laisserai ça aux privilégiés. Ouais, laissons ça aux privilégiés, et puis ça motivera peut-être beaucoup de personnes à venir soutenir le projet du podcast Tech Café sur Patreon. Je vous ai dit en intro que la page patreon.com/techcafé vous donnera tous les détails sur les moyens de soutenir Tech Café et d'avoir des contreparties. Mais c'est aussi grandement le moment de rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver individuellement si on souhaite interagir avec vous, si on souhaite parler de votre amour pour Apple, par exemple. Pierre-Olivier, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah bah en ce moment on ne me trouve pas et c'est volontaire. Je fais une petite pause, mais promis je reviens bientôt. On m'a signalé que t'étais plus sur Discord, j'ai remarqué moi-même. Oui, c'est vrai. Il reviendra. Merci Pierre-Olivier de t'être joint à nous pour cet épisode. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel? Mais je sais pas, peut-être sur Zoom sous les traits de Léonid Volkov pour faire référence à une news qu'on n'a pas traitée. Mais quel talent, mais quel talent. Mais vraiment, allez voir les sources des émissions en soutenant le podcast sur Patreon. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Plein de recommandations à vous faire pour conclure cet épisode. Bien évidemment, je vous ai déjà mentionné l'épisode hors série avec Julien Brun qui est spécialiste de la supply chain et où on a parlé du développement logiciel en Asie. Peut-être ça pourrait t'intéresser ça, Pierre-Olivier, dans cet épisode. Et on a parlé aussi donc des origines de la pénurie des composants. On a aussi l'épisode de Relife qu'il faut absolument écouter parce qu'on parle de Chromebook avec Matt. Il parle de son amour des Chromebooks, lui qui aime tant Apple, c'est un comble. Et on parle aussi un petit peu d'une réflexion autour de ceux qui catastrophent, en gros ceux qui s'imaginent toujours le pire. Allez écouter Relife, R-E-L-I-F-E. Et puis évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à Paracult. Dans le dernier épisode, c'est Cassim Ketfi et Guillaume Poggiaspala qui vous ont parlé de Persona, en particulier Persona 4 et 5. Donc allez écouter aussi Paracult, allez vous abonner. Tout ce contenu est pour vous à portée de quelques clics ou de quelques touchés si vous êtes sur smartphone ou sur tablette, c'est garanti 100% plaisir. Rendez-vous dans une semaine, le mardi 4 mai, pour un nouvel épisode hebdomadaire de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Ciao.